Bonjour à tous, merci Didier. Hier, je l'ai dit, donc je me contenterai de redire très brièvement. C'est formidable de faire un colloque sur ce thème, dans ce lieu, qui justement est un lieu magique et central pour, sur le long terme, lutter ou résister à tout ce qui nous rassemble, fake news, post-vérité, etc. Alors, le thème que nous avons retenu, il est né dans un contexte bien singulier, qui est le contexte du Brexit au Royaume-Uni, de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un contexte qui est aussi celui du populisme. Et comme ça a été déjà signalé hier soir, les deux expressions successivement, l'une après l'autre, ont eu les honneurs des dictionnaires. La première, celle de post-truth, post-vérité dans le Oxford, et la suivante, fake news, mot de l'année, expression de l'année, dans le Collins. Alors, au départ, le constat, quand on a commencé à s'interroger sérieusement sur ces phénomènes, on a décrit surtout des logiques qu'on peut appeler verticales, de haut en bas. Un gouvernement appuyé sur une presse mensongère, au service d'un candidat à une élection, se dote d'une base électorale plus sensible au faux qu'au vrai, aux émotions qu'à la raison. Le même constat, évidemment, fait la part belle aux réseaux sociaux, à Internet, aux blogs, etc., pour expliquer le succès de ces phénomènes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, élargir le constat et poser quelques grandes questions. Est-ce que la post-vérité, c'est-à-dire une expression qui désigne à la fois une époque, un moment où on ne sait plus où est le vrai, on ne sait plus où est le faux, et en même temps qu'une époque, un type peut-être de société, j'y reviendrai, est-ce que la post-vérité et les fake news, c'est autre chose? C'est les informations... Enfin, fake en anglais, je ne suis pas un grand anglicisme, enfin, c'est à la fois quelque chose de faux, mais un peu caviardé, un peu faux, un peu, comment dire, bricolé. Enfin, c'est plus compliqué que l'idée simple de mensonge. Hein. Il y a quelque chose de... Bon. Est-ce que tout ça n'indique pas l'entrée dans un nouveau type de société? Est-ce que ça n'est pas un syndrome propre à un certain type de société? Alors, quelques éléments du constat d'abord. Premièrement, on a souvent le sentiment que la circulation des fake news correspond d'abord à un registre politique. Ça peut aussi correspondre à des registres économiques et commerciaux. Et bien entendu, tout ça peut se mélanger. J'ai regardé l'affaire Cambridge Analytica. On voit très bien qu'il n'y a pas que du politique. De même, si on regarde tout ce qui vient de Russie ou qui semble en venir, je ne suis pas un expert, la manipulation de données numériques, j'ai lu un très bon article dans Esprit sur ces questions-là, la manipulation des données numériques, elle a quelque chose à voir avec la politique, mais elle a aussi quelque chose à voir, à l'évidence, avec d'autres intérêts. Et puis même, ça peut aller plus loin, le mensonge érigé en politique, ça peut animer un projet éditorial. Le livre de Umberto Eco qui s'appelle Numéro 0, c'est son dernier livre, est bien intéressant de ce point de vue-là. C'est l'histoire d'un projet de créer un journal qui reposera systématiquement sur la désinformation, sur le chantage, sur la manipulation calomnieuse. Alors, je voudrais dire ici une chose importante à mes yeux. Tout ceci appelle des sciences sociales, mais des sciences sociales qui ne soient pas complotistes. Le danger, c'est de faire une sociologie complotiste. Non, la bonne sociologie, ou les bonnes sciences sociales, ça peut être de l'anthropologie, des sciences politiques, de la philosophie politique, ça doit consister à rechercher des acteurs, des logiques, des systèmes d'action. On en a eu un petit exemple hier, quand Jean-Marie Cavada a expliqué qu'il n'y avait pas seulement un émetteur quelque part et des récepteurs, mais qu'il y avait des systèmes assez structurés, compliqués, avec des intermédiaires, avec des experts, avec des gens, etc. Donc, une sociologie non complotiste, ou des sciences sociales non complotistes. Mais c'est difficile, parce qu'évidemment, dans toutes ces affaires, il y a une part d'ombre. Et donc, il faut comment faire une sociologie non complotiste pour faire apparaître au grand jour des acteurs et des systèmes d'action qui ont plutôt intérêt à être dans l'ombre. Alors, est-ce qu'il faut des méthodes policières? Ce n'est pas tellement mon style de les recommander. Deuxièmement, toutes ces affaires fonctionnent aussi de manière horizontale et pas seulement verticale. La contre-information qu'on voit dans les réseaux sociaux ne provient pas nécessairement ou fortement ou centralement d'un acteur politique ou économique qui aurait un objectif, des agendas. Ça circule
et de manière virale, comme des rumeurs. J'en donne quelques exemples parce que j'ai lu une très belle étude, enfin j'ai trouvé très intéressante, de la fondation, enfin publiée par la Fondation Jean Jaurès, d'un quelqu'un qui s'appelle Roman ou Roman, je ne sais pas, Bornstein. Voilà ce qu'il raconte. Je le cite parce que j'ai trouvé que les exemples qu'il donnait à propos des Gilets jaunes étaient instructifs. Voilà ce qu'il dit, je le cite. Hein. Une fausse histoire affirme qu'1 million d'automobilistes allemands avaient abandonné leurs véhicules sur l'autoroute pour protester contre les prix de l'essence, illustré par une photo de 2012 montrant un embouteillage en Chine. Des messages circulent pour faire croire que la police compte se retourner contre le gouvernement et rejoindre les défilés du 17 novembre. On indigne les foules avec la mise en circulation de la photo d'une lettre prétendument signée de la main d'Emmanuel Macron ordonnant à la police d'ouvrir le feu contre les manifestants. Alors ce qui est intéressant, c'est l'idée qui apparaît très vite quand on réfléchit, c'est que la vérité ici, ce n'est pas ce qui est démontré, ce n'est pas ce qui est argumenté. C'est ce qui est reconnu à l'applaudimètre. C'est ce qui obtient le plus de likes sur Facebook. Autrement dit, ici, on est quand même dans des logiques plutôt horizontales. Il n'y a pas à s'identifier à un candidat à une élection ou à un référendum. Non, pas du tout. Je dirais même que ça devient une sorte de circulation participative. Ça n'est pas seulement, même si ça l'est en partie, une relation verticale. Et donc, je crois qu'il faut distinguer deux modèles, ou en tout cas deux logiques à l'œuvre dans ces affaires, la logique de la verticalité et la logique de l'horizontalité, qui elle-même se prolonge difficilement vers un retour, si je peux dire, vers une logique de verticalité. Je reprends les Gilets jaunes dans ce qu'ils ont de pire, ils ont su des choses de beaucoup plus positives, mais enfin, après tout, les Gilets jaunes, ça fonctionne horizontalement, tout ça, et dès que quelqu'un essaie d'avoir la tête un peu plus haut et donc d'introduire une logique de verticalité, il se fait ou elle se fait rejeter, menacer et ce genre de choses. Donc on a besoin de recherche sur tous ces phénomènes et des recherches solides. Et puis ma troisième remarque, c'est qu'il est devenu à mes yeux très clair qu'il faut distinguer malheureusement, radicalement, deux logiques dans ces phénomènes. Une logique de confiance et une logique de méfiance. Et que ces logiques sont séparées, disjointes. Et c'est là le grand problème. D'un côté, à l'intérieur du groupe qui accepte, la population, qui accepte les fake news, les mensonges, etc., une confiance qui devient absolue. On balance n'importe quoi, si ça a été bien préparé, ou en tout cas certaines choses balancées, pas toutes bien sûr, ça marche. Et là, la confiance va devenir totale dans ce qui est annoncé, même si c'est, comme le montrent les exemples que je viens d'indiquer, à l'évidence, faux. Donc d'un côté, une logique de confiance dans le in-group, si vous voulez, à l'intérieur de la population qui accepte. Et tout ce qui semble venir d'ailleurs que de ce groupe, à commencer par les élites, les journalistes, les hommes politiques, les intellectuels, les enseignants, les médecins, les scientifiques, etc. Tout ceci, c'est le doute, c'est le soupçon, et au-delà très très vite, c'est l'idée que de ce monde-là ne peut venir que le mensonge et par conséquent, derrière le mensonge, le complot, dans les cas les plus extrêmes. Et donc, cette deuxième aspect de ces questions, c'était cette logique de la défiance ou de la méfiance tourne au complotisme, à la paranoïa. Et la question qui se pose, excusez-moi, j'ai mon truc qui fait du bruit, voilà. La question qui se pose, c'est, me semble-t-il, comment éviter de vivre dans un monde où il n'y a plus que ces deux univers disjoints? La réponse passe évidemment, à mes yeux, par des efforts pour réintroduire entre ces deux univers, qui tendent à se dissocier, la critique, la pensée critique, rationnelle, constructive, le débat, l'argumentation, la démocratie. Mais tout ça, c'est évidemment un très vaste programme. Alors, puisqu'il s'agit d'une introduction, je voudrais terminer par poser une grande question. Est-ce que ce genre d'analyse que nous pouvons faire, en termes historiques ou en termes de sociologie très générale, cela nous indique que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, hypermoderne, diraient certains, peut-être postmoderne, diraient d'autres, en tout cas une ère dans laquelle la principale caractéristique, c'est la dissolution des frontières entre le faux et le vrai. Est-ce que nous sommes rentrés, pour utiliser une expression qu'utilise dans son livre Myriam Revaud-Dallon, dans un régime d'historicité radicalement neuf, avec un relativisme généralisé, plus un immense scepticisme? Est-ce qu'on est vraiment entré dans une période où il n'est plus possible de dire qu'il existe
une vérité ou la vérité, et que, comme quelqu'un l'évoquait hier soir, à chacun sa vérité. C'est le titre d'une pièce de Pirandello qui date de la Première Guerre mondiale. Alors oui, avec les fake news, avec la post-vérité, c'est vrai, la démocratie semble perdre pied, en tout cas comme système de gestion du pluralisme, comme système de gestion argumentée des différends et des conflits, et on voit monter la critique de la science, le doute dans la science, les croyances, les opinions, les préjugés, et d'une certaine façon une subjectivité qui serait sans limite. Tous les savoirs sont menacés, et on en aura certainement quelques illustrations. La science dure, la médecine, le thème des vaccins a été abordé un peu hier soir, l'histoire et la science, le créationnisme, enfin, toute la connaissance est menacée. Alors, est-ce qu'on doit dire qu'on est rentré dans une nouvelle période? Certains vous diront, d'une certaine façon, pas récemment. Ça a commencé avec la modernité, ça a commencé avec la Renaissance politique et avec Machiavel. Donc Machiavel, dont le nom est trop rapidement associé au, entre guillemets, machiavélisme. En tout cas, l'idée que la politique, c'est le cynisme, c'est la manipulation, etc. Le problème, c'est que la question n'est pas seulement celle du mensonge, c'est celle de la dissolution des rapports. On peut aussi dire que de tout temps, il y a eu des croyances et des mensonges, que c'est un trait quasi anthropologique de l'humanité, et donc il n'y a rien de nouveau, il y a toujours eu, lisez la Bible, etc., on trouve toujours des choses comme ça. Alors oui, il faut prendre ça au sérieux. On ne peut pas, par contre, sous-estimer le fait que tout ça prend l'allure que ça prend à cause aussi, ou en raison aussi de l'existence de tout ce qu'apportent les technologies actuelles de communication, le côté viral, le côté interactif éventuel, enfin bref, la diffusion des fausses nouvelles. On peut dire aussi que tout ceci trouve sa place parce que la démocratie est en train de se risquer de disparaître ou de se transformer. Et enfin, et surtout, et on en arrive à l'idée que je voudrais vous proposer, on peut considérer que cette émergence de ces thèmes dans le débat public, quand même, et dans la réflexion, y compris le colloque d'aujourd'hui, tout ceci a beaucoup à voir avec la formation visible de phénomènes sociaux dans lesquels des personnes et des groupes qui ont le sentiment plus ou moins fondé d'être en chute sociale, disqualifiés, ignorés, méprisés, rejetés, oubliés, tenus pour invisibles, etc., des parties entières de la population ont été comme ça, effectivement, menacés ou sont déjà sur le bas, d'être posés sur le bas-côté où ils sont déjà, tandis que le conflit démocratique décline. Et donc, ce constat qui est très important, je ne crois pas qu'on puisse se dispenser de considérer sérieusement quels sont les groupes qui sont sensibles à ces phénomènes. Il y a un autre rapport que j'ai trouvé sur la Fondation Jean Jaurès très récemment qui nous dit, on a mis en une liste 10 mensonges et on a demandé aux gens qu'on interrogeait, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est vrai, en gros. Et ceux qui disent, qui s'approprient le mensonge, ceux-là sont plutôt de milieux populaires, peu éduqués, et il y a beaucoup de jeunes parmi eux. Donc, ça veut bien dire que socialement, ça n'est pas indifférencié, hein, ces phénomènes, ça correspond à ça. Et mon idée, et je termine là-dessus, parce que je dois avoir, je sais pas, on m'a dit qu'il y avait une pendule qui me disait l'heure, j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je ne veux pas abuser. Mon idée, c'est la suivante. Tout ceci, c'est pas forcément, pas nécessairement la caractéristique du nouveau type de société dans lequel nous entrerions ou du nouveau monde dans lequel nous entrerions. Je pense que tout ceci est plutôt caractéristique d'un passage, d'un moment de mutation. La montée des populismes, ça va avec, la montée des fake news, la dissolution des médiations, la crise des systèmes de représentation politique, la crise de tout ce qui faisait le vieux monde, y compris des modes de pensée. Quelqu'un évoquait hier Newton ou Laplace, je ne sais plus, enfin les vieilles façons de penser scientifiquement, tout ça a bougé, tout ça se transforme. Et je ferais plus volontiers l'idée qu'on est dans le moment où on passe vers autre chose que dans l'idée qu'on est déjà dans un nouveau type de société, et donc que c'est ce qui nous attend pour les 50 ou 100 ans à venir. Donc espérons que c'est un moment d'un passage, et qu'une initiative comme celle qui nous rassemble peut justement contribuer non seulement à accélérer ce passage, mais à le faire dans le bon sens. Donc vive la sociologie non complotiste. Voilà. J'espère que cette idée trouvera quelque chose.
Merci, merci Michel. Alors, dans ce qu'a dit Michel, il y a un moment où tu as parlé de mensonges et des complots comme très anthropologiques. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Jean-Pierre Dozon, directeur de recherche émérite à l'IRD et directeur d'études à l'EHESS et vice-président de la FMSH. Jean-Pierre Dozon va nous expliquer, va nous parler d'un élément, il a une autre façon de parler des biais cognitifs qui je trouve vraiment très intéressante à travers une certaine actualisation de la sorcellerie. Jean-Pierre Dozon, si vous voulez bien prendre le micro. Bonjour à toutes et à tous. Pour aller droit au but, je voudrais tout de suite indiquer que si mon propos concerne essentiellement l'Afrique actuelle, l'Afrique contemporaine, la formule de modernité sorcière que j'utilise et dont on verra qu'elle a quelques rapports avec l'univers des complots et des conspirations, cette formule de modernité sorcière qui s'applique plutôt assez bien à l'Afrique ne lui est pas exclusive, loin s'en faut. Après tout, et Michel Vivorca l'a évoqué rapidement, notre propre modernité occidentale, celle de la Renaissance et de l'humanisme, n'est-elle pas née en même temps que la chasse aux sorcières et ses bûchers? Et depuis lors, n'a-t-elle pas presque continuellement été de mise, notamment à l'occasion des procès staliniens, et de manière apparemment plus divertissante, dans la riche production de fiction, spécialement cinématographique, où les références aux sorciers, aux zombies, à la malédiction, aux exorcismes, au diable, etc., n'ont cessé depuis 2-3 décennies de se multiplier, faisant de plus en plus de nos écrans, télévisuels ou au cinéma, des écrans démoniaques. Cette remarque préjudicielle faite, je voudrais, dans un premier temps, focaliser mon propos sur l'Afrique et vous montrer en quoi les ressorts de la sorcellerie, tels que j'ai pu les saisir d'abord au sein d'une communauté villageoise, en Côte d'Ivoire en l'occurrence, et qui procèdent par une sorte de dédoublement du réel, en quoi ces ressorts m'ont paru non seulement tout à fait adaptés à une certaine modernité, mais de surcroît assez proches des mécanismes qui président à ce qu'il est convenu d'appeler des théories du complot. Alors, permettez-moi de vous présenter brièvement ces ressorts qui constituent une sorte de modèle archétypal de la sorcellerie. Alors, la communauté formée par les vivants, occupant ou provenant d'une même localité, d'un même village, n'est pas réductible à l'ordre du visible et à ce que j'appellerais les rapports ordinaires quotidiens entre ces vivants, c'est-à-dire des rapports familiaux, des rapports de voisinage, de travail ou encore des rapports amicaux. Outre le monde des défunts et des ancêtres, cette communauté est en quelque sorte connectée en permanence avec une autre communauté, celle des sorciers, qui forme comme un véritable double de la première, puisqu'elle est faite de ce qui, dans la personne des vivants, pas de tous, mais de la plupart, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, qu'on appelle une composante de la personne et qui est susceptible de se transformer, généralement nuitamment, en entité sorcière. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela, mais ce serait un long exposé. Je voudrais simplement indiquer, car c'est le plus important ici, c'est que cette communauté d'entités sorcières, qui est une communauté éminemment agissante, et donc d'une certaine façon également vivante, c'est cette communauté à laquelle il est fait régulièrement référence pour expliquer ce que j'appellerais les discontinuités de la vie ordinaire, au premier chef, les maladies, la mort, et bien d'autres infortunes, échecs matrimoniaux, mauvaises récoltes, conflits répétés. Mais aussi pour expliquer aussi les bonnes fortunes, une réussite ou un bonheur tout à fait inattendu. Je précise que toutes ces discontinuités ou tous ces événements n'exigent pas forcément une imputation, une causalité sorcellaire. Ils peuvent recevoir des explications qui renvoient à des phénomènes naturels ou tout simplement à une certaine fatalité, à un concours de circonstances. Mais dès lors, et c'est assez fréquent, que ces explications paraissent trop partielles ou pas suffisamment convaincantes, c'est à coup sûr
le monde de la sorcellerie qui est mobilisé et qui appelle toute une série de procédures accusatoires, notamment la procédure de l'ordalie. Voilà donc, à grands traits, le modèle archétypal de la sorcellerie qui obéit donc à des ressorts cognitifs assez solides, puisqu'il s'agit de trouver des explications satisfaisantes aux phénomènes, aux événements qui affectent la vie des individus et des collectivités. Mais c'est un modèle qui obéit également à des ressorts affectifs, comme je l'ai suggéré au travers des composantes de la personne. Des sentiments comme la rancune, la jalousie, la haine peuvent se transformer en acte ou en suspicion de sorcellerie. Dans tout le cas, c'est un modèle qui dédouble le réel et surtout qui présente le monde de la sorcellerie, la communauté des sorciers, comme étant le lieu éminent où se tirent les ficelles de ce qui vient troubler le monde de la vie ordinaire. Je serais assez tenté de dire ici, pour forcer un peu le trait, que c'est le lieu où l'on complote régulièrement contre cette vie ordinaire. Cependant, vous me direz que cette vie ordinaire, c'est celle d'une communauté villageoise, assez traditionnelle, et qu'avec les changements qui sont survenus en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, où j'ai longtemps travaillé, des changements synonymes de modernisation au travers de l'éducation, de l'urbanisation, du développement du salariat et d'autres choses encore, qu'avec tous ces changements donc qui se sont accélérés au cours des dernières décennies, eh bien la sorcellerie et sa façon de dédoubler le réel ont été très certainement rangées au registre des us et coutumes du passé. Eh bien c'est tout l'inverse qui s'est passé. Comme si les procédés de dédoublement ainsi que les ressorts cognitifs et affectifs de la sorcellerie n'avaient en fait rien de spécifiquement traditionnel, archaïque, tous ces changements, tous ces processus de modernisation ont été au contraire particulièrement favorables à leur renforcement. En Côte d'Ivoire ainsi que dans beaucoup d'autres pays africains, ces processus de modernisation se sont tout particulièrement traduits par la création de nouveaux milieux sociaux et de nouvelles sphères de pouvoir. Des nouveautés qui, par le fait de générer réussite et échec, des écarts de richesse, d'accès aux biens de consommation, par le fait surtout depuis 2 décennies de creuser les inégalités, tout cela a donné à la sorcellerie de quoi devenir éminemment moderne. Pour tout dire, mieux que dans le modèle traditionnel archétypal, comme je l'ai appelé, qui faisait que tout ce qui composait la trame, les discontinuités du réel, eh bien tout cela ne s'expliquait pas systématiquement par la sorcellerie. Celle-ci, au contraire, a une tendance bien plutôt à servir de modèle d'interprétation unique, aujourd'hui et depuis quelques décennies, aux phénomènes et aux événements. Par exemple, dès l'époque coloniale, la sorcellerie fut mobilisée pour expliquer ce que beaucoup d'Africains appelaient la puissance blanche, c'est-à-dire tout ce par quoi le colonisateur européen passait pour être le représentant d'un monde qui fabriquait quantité de machines et d'artefacts plus surprenants les uns que les autres. Le chemin de fer, l'automobile, le téléphone, etc. Et dont les secrets de fabrication ne pouvaient provenir que d'une sorcellerie particulièrement performante. Par la suite, avec l'avènement des pouvoirs d'État africains, ceux-ci furent vite assimilés à des pouvoirs occultes, c'est-à-dire à des pouvoirs qui, parce qu'ils sont allés de pair avec l'engrangement et l'accaparement de richesses, seule une puissante sorcellerie pouvait en régir le fonctionnement et ou en tirer les ficelles. Je pourrais ainsi multiplier les exemples au travers desquels la modernité africaine est devenue bel et bien une modernité sorcière. Ainsi, les mondes urbains, les grandes métropoles, tout particulièrement Abidjan, Accra, Lagos, Kinshasa, etc., sont devenus les caisses de résonance de pratiques sorcellaires et de pratiques à la mesure des enjeux ou des problèmes du temps présent. Pour accueillir pouvoir et richesse, alors même qu'il est toujours plus difficile d'y avoir accès, que les écarts entre nantis et démunis se sont creusés toujours davantage, eh bien la sorcellerie, la science, comme on l'appelle souvent et de manière très intéressante localement, a impliqué de plus en plus des procédés qui n'avaient pas forcément cours dans le modèle traditionnel archétypal. Par exemple, des sacrifices engageant non seulement des animaux, mais également des organes humains. Je dirais volontiers que dans les grandes villes africaines, l'économie informelle, c'est-à-dire cette économie de plus en plus grandissante des petits métiers, de la débrouillardise,
et qui mettent souvent en jeu des produits illicites, cette économie est allée de pair avec une économie de l'occulte ou de conserve. Elles ont de plus en plus entremêlé croyances sorcellaires et rumeurs urbaines. Par exemple, l'enlèvement d'enfants, spécialement d'enfants de la rue. Enlèvement dont on dit que le motif en est le prélèvement d'organes à des fins sacrificielles et donc à des fins d'obtention de richesse ou de position sociale avantageuse. Finalement, dans tout ce que je suis en train de décrire, et qui aurait bien sûr mérité de longs développements, et que j'ai ramassé sous la formule de modernité sorcière africaine, eh bien, on discerne quelque chose qui ressemble assez bien à ce qu'il est convenu d'appeler les théories du complot. Il y avait déjà de cela dans le modèle traditionnel, archétypal, mais ainsi que je l'ai dit, tous des événements, des fortunes ou des infortunes, ne s'y expliquaient pas par la sorcellerie, par un monde en double s'immisçant généralement nuitamment dans le cours du monde de la vie ordinaire. D'autres explications, qui étaient plus simples, plus naturelles, pouvaient intervenir et être acceptées, mettant ainsi des limites à une vision des choses et des rapports humains uniquement commandés par l'arrière-monde de la sorcellerie. Mais avec la modernisation, et avec tout ce qu'elle a impliqué comme multiplication de phénomènes inattendus, et surtout en particulier depuis une bonne vingtaine d'années, comme accroissement des écarts entre les modes de vie, ce sont ces limites qui ont tendu et qui tendent de plus en plus à s'effacer, comme si tout du réel, de ce qui vient troubler un certain ordre des choses, n'était plus en mesure d'être expliqué autrement que par cet arrière-monde. Lequel arrière-monde est réputé au contraire démentir les versions qui sont données par les autorités officielles, c'est-à-dire les autorités politiques, scientifiques, locales ou internationales, et qui sont du même coup suspectes d'appartenir elles-mêmes au monde de la sorcellerie. Pour être un peu plus clair, je donnerai rapidement 2 exemples touchant à des événements récents de tout premier plan, en l'occurrence des épidémies. Comme vous le savez, le sida, phénomène planétaire, a touché cependant principalement l'Afrique. Et il a touché l'Afrique à une époque, les années 80-90, où elle allait particulièrement mal, l'Afrique, où l'on parlait de son explosion démographique et où les migrations vers l'Europe commençaient à s'accentuer. Eh bien, parmi les populations africaines, y compris parmi les gens éduqués, et alors même qu'étaient lancées des campagnes d'information et de prévention relatives aux différents modes de transmission du VIH et aux moyens de s'en protéger, notamment par le préservatif, eh bien, il s'est vite répandu ce qu'on appelle désormais des fake news, en l'occurrence que ces campagnes ne disaient pas la vérité, pire qu'elles mentaient délibérément, que le sida, ou plutôt son virus, venait des laboratoires occidentaux, qu'il avait été fabriqué pour obliger les populations africaines à diminuer leur fécondité, quand ce n'était tout simplement pas pour les tuer, puisqu'il était en même temps dit à l'époque qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner le sida. Ce phénomène s'est reproduit avec les épidémies d'Ebola qui sont survenues il y a 5 ans en Afrique de l'Ouest. Arnaud Mercier et Laetitia Atlani en parleront cet après-midi. En Guinée-Conakry, où l'épidémie a particulièrement sévi, non seulement les populations les plus exposées ont mis en cause les explications qui leur étaient données et les conduites qu'elles devaient tenir, par exemple ne plus manger de viande de brousse, celle-ci étant considérée par les épidémiologistes comme un possible réservoir à virus, mais elles ont en plus accusé les agents sanitaires qui venaient auprès d'elles pour enrayer Ebola de vouloir au contraire les contaminer, en même temps qu'elles accusaient les laboratoires occidentaux de faire du trafic d'organes et de sang avec les morts ou les malades pris en charge dans des centres d'isolement inaccessibles à leurs proches. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela, en particulier les maladresses des campagnes sanitaires, et notamment aussi sur le contexte dans lequel ces épidémies sont survenues, un contexte de globalisation néolibérale qui a tout particulièrement affecté l'Afrique et qui a non seulement provoqué des crises et accentué les inégalités internes, accru les migrations, mais aussi suscité beaucoup de défiance à l'égard du monde occidental. Autrement dit, alors que ce monde occidental avait déjà été souvent recyclé dans le système de pensée sorcellaire, particulièrement durant la période coloniale, mais comme je l'ai dit il y a un instant,
pour mettre tout particulièrement en avant ses performances en matière de fabrication d'artefacts. Ce qui est maintenant bien plutôt mis en avant, c'est la capacité de ce monde occidental sorcier, en quelque sorte, à utiliser ces mêmes performances pour comploter contre l'Afrique et pour y répandre le malheur et la mort, souvent du reste en collusion avec les pouvoirs d'État africains. Et cette sorte de théorie globale du complot a envahi d'autant plus les esprits que durant la même période, les religions du livre, ou du moins certaines de ces tendances, l'islam et le christianisme, et en particulier les nouvelles églises évangéliques pentecôtistes, nées pour la plupart aux États-Unis, ont d'une certaine manière aggravé les choses en recourant au diable pour expliquer précisément les malheurs affectant les Africains. Un diable qui peut habiter tout à chacun, mais qui peut aussi travailler pour le compte des puissants ou tout simplement incarner tel ou tel d'entre eux, spécialement le monde occidental. Tout cela mériterait encore une fois évidemment de longs développements, mais l'important dans ce que je viens d'évoquer rapidement, sur la manière dont tout du réel pouvait être expliqué par l'existence d'un arrière-monde, d'un monde en double, fait de sorciers ou de diables, tirant les ficelles des événements, des malheurs survenant dans la vie ordinaire. L'important, c'est que cette modernité sorcière, comme je l'appelle, ne concerne pas que l'Afrique. Notre monde, celui que l'on appelle développé, mais qui est près de lui-même dans un vaste mouvement de globalisation économique et technologique, notre monde semble y participer pleinement en y jouant un rôle particulièrement nocif. Sans doute, mais vous pourriez très bien me rétorquer que cette façon de voir les choses provient d'Afrique et pas de nous-mêmes. À cela, je répondrai immédiatement que ce n'est pas tout à fait exact. En effet, j'ai ouvert mon propos en parlant rapidement d'écrans, de nos écrans démoniaques, c'est-à-dire d'un ensemble de séries et de films de plus en plus nombreux qui traitent de sorciers, de vampires, de zombies, d'exorcistes, de malédictions, bien sûr d'extraterrestres. L'une de ces fictions, qui me paraît exemplaire, sur laquelle j'ai eu l'occasion de me pencher, X-Files, qui remonte aux années 1990, mais qui repasse régulièrement sur nos écrans, avait du reste pour sous-titre « Aux frontières du réel, la vérité est ailleurs ». Tout un programme, de post-vérité en l'occurrence. Tout un programme, donc ce sous-titre, qui s'est en effet réalisé au cours des 2 décennies suivantes par beaucoup d'autres fictions du même acabit, mais qui n'a cessé de faire de ces fictions le symptôme, l'expression de la façon dont ce qui faisait la trame du réel était de plus en plus interprété par quantité de gens, de la même manière qu'en Afrique, à partir d'un arrière-monde. Ainsi qu'on le sait tous, de plus en plus, notamment au travers d'autres types d'écrans, ceux des portables et des réseaux sociaux, de plus en plus, les versions explicatives des événements ou des phénomènes proposés par les autorités, qu'elles soient politiques, scientifiques ou médiatiques, sont très littéralement mises en cause et donnent lieu à de toute autre explication. On en a beaucoup parlé depuis hier. Par ailleurs, comme vous le savez également, les fondamentalismes religieux de plus en plus présents sur les scènes publiques, liés parfois à des mouvements et pouvoirs politiques, ne cessent de diaboliser leurs adversaires ou toutes sortes de choses qui ne leur conviennent pas, et parfois d'une manière extrêmement violente. Pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, en Asie, etc. Bref, presque partout sur la planète. Ces fondamentalismes, qui ont à l'évidence pas mal de succès auprès d'importantes couches de population, des couches sociales généralement plutôt modestes, proposent également de toute autre vérité que celle qui résulte de l'activité scientifique ou qui procède d'une volonté politique et juridique d'améliorer la vie commune. Il y a donc là, sur la scène du monde, une conjonction de phénomènes dans laquelle se brouillent réalité et fiction, dans laquelle s'engrangent fake news, faits alternatifs et théorie du complot. Et il me semble que, comme en Afrique, cette conjonction en forme de modernité sorcière est en bonne partie due à la manière dont les écarts, les disparités de tous ordres, territoriales, sociales, sanitaires, entre les humains, avec leur lot grandissant de laisser pour compte, dont ces écarts donc seront de plus en plus manifestes et surtout de plus en plus visibles au travers des écrans et grâce à la circulation quasi instantanée des images et des informations.
À mon sens, seule une réduction significative de ces écarts et de ces disparités est susceptible de contrecarrer cette crise sorcellaire, cette crise diabolique qui affecte notre monde, l'Afrique en étant, oserais-je dire, un exemple particulièrement parlant. En tout état de cause, j'avancerai l'idée, pour conclure, que le modèle traditionnel, archétypal de la sorcellerie, tel que je l'ai proposé au début de mon intervention, qui opère donc par un processus de dédoublement du réel et qui repose sur des ressorts cognitifs, à savoir une recherche de cause ou de sens, pouvant expliquer de manière satisfaisante les événements, les discontinuités, les bizarreries de la vie ordinaire, mais qui repose aussi sur des ressorts affectifs, affliction, ressentiment, jalousie, haine, colère, etc., que ce modèle de la sorcellerie, donc, tout en étant particulièrement ancré en Afrique, ne lui est pas spécifique. Je le qualifierais volontiers d'universel par le fait d'être doté d'une très grande plasticité, d'être en mesure de se développer dans de tout autre contexte que celui d'une communauté villageoise, tel que je l'ai exposé au début. Je dirais même que ce modèle trouve dans ces contextes ceux, en gros, de la modernité, économie de marché, consumérisme, mondes urbains, etc., dès lors qu'ils sont particulièrement producteurs de discontinuité, de bizarreries, notamment d'écarts et de disparités croissantes entre les humains, que ce modèle trouve dans de tels contextes de quoi possiblement occuper tout le champ du réel. Ne pas croire ou ne pas adhérer aux explications que nous donnent les pouvoirs publics, les autorités scientifiques, les médias face à tel ou tel événement, ou en trouver d'autres, notamment sur les réseaux sociaux, qui prétendent démontrer que ce que l'on raconte officiellement est mensonger, et qu'il y a au contraire des lieux, des groupes d'influence qui permettent d'expliquer les choses tout autrement, parce qu'ils en sont les agents ou les commanditaires, voilà qui, bien au-delà de l'Afrique, définit assez bien ce que j'ai appelé modernité sorcière, notre modernité sorcière à tous. Merci. Jean-Pierre Dozon, si vous voulez bien me rejoindre, on va prendre quelques questions de la salle. C'est très riche, j'avoue que j'ai été très impressionné par la richesse de votre présentation. Donc, voilà, prenez un micro. Oui, vous buvez un coup, bien entendu. Alors, question. Oui, allez-y. Il y a un micro. Attendez. Voilà, je vais vous passer le mien. Vous êtes très aimable. Merci, monsieur, vous êtes très aimable. Alors, moi, j'ai une question à vous, monsieur. Quel est, à votre avis, le pourcentage de cette minorité dont vous avez parlé? Et je n'ai pas compris si cette minorité était génératrice de fake news ou croyait les fake news. Vous voyez, vous avez dit, il y a une minorité, et c'est dans cette minorité, je ne sais pas exactement, mais je suis d'accord avec vous d'ailleurs, et je pense que cette minorité, c'est 20% de la population, mais je voudrais quand même que vous me confirmiez tout ça. Merci, monsieur. Merci. Oui, là, Michel, je crois que c'était au sujet de la... oui, c'est au sujet de l'étude de la Fondation Jean Jaurès, je pense. Ah, j'ai pas les chiffres sur moi, je n'ai pas cette étude sur moi, mais on la trouve, c'est un sondage, donc on trouve des chiffres très précis. Vous allez sur le site de la Fondation Jean Jaurès, je ne vais pas vous inventer les chiffres, vous avez sur le site Fondation Jean Jaurès, ils ont un site, et vous trouverez mentionné cette étude. Donc c'est un sondage. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a plus de jeunes non éduqués de moins de 35 ans qui adhèrent au mensonge que d'autres groupes. Mais il y a peut-être des gens qui en savent plus que moi dans cette salle. Johanna, oui, on va passer là. La question, elle n'était pas tout à fait ça. Elle était surtout, c'est eux qui génèrent ces fake news. Ah non, qui y croit. Voilà. Si je me permets, je voudrais juste signaler, il y a une étude qui vient de paraître en janvier dans un journal américain, qui est commentée un peu dans la presse française, qui montre, donc qui s'intéresse à qui c'est qui diffuse le plus de fake news sur Facebook. Et en fait, ce ne sont pas les jeunes peu éduqués, ce sont les personnes âgées. Donc, sérieusement, je pense que la jeunesse a grandi un peu avec l'idée que de toute façon, tout ce qu'on voit peut être faux. Ils savent qu'une vidéo peut être fausse, ils savent qu'on peut coller le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre, et ils sont moins militants. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles, pour moi, c'est tout à fait justifié, et j'y crois.
aussi sur la base de mon expérience personnelle, mais ça ce n'est qu'une anecdote, que des personnes plus âgées qui découvrent Internet un peu sur le tard et qui à tort lui font aussi confiance qu'ils pouvaient faire à la télé d'État il y a 40 ans, en diffusent davantage. Donc ça, bon, c'est peut-être de quoi être un peu optimiste pour le futur. Alors, vous aviez une question à Jean-Pierre Dozan ou pas? Oui, monsieur. Bonjour. Sauf si je me trompe, vous n'avez pas trop parlé des biais cognitifs mis en œuvre. Est-ce que vous pourriez des biais cognitifs, c'est ce qui est écrit dans le titre. Est-ce que vous pourriez parler un peu des biais cognitifs qui sont mis en œuvre dans ces phénomènes-là? Oui, je vais répondre. Le mot biais cognitif, c'est pas de moi d'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été rajouté pour... Simplement, j'ai beaucoup insisté dans mon exposé sur le fait que, comment dirais-je, si on revient sur la question de la sorcellerie, du modèle de la sorcellerie, la question c'est de trouver des explications aux événements. Hein. Et donc les explications qui sont données, souvent, même quand on explique les choses de façon, comme on dit, rationnelle, à partir de, je ne sais, une cause qu'on dirait, par exemple, un virus, ou bien je reçois un arbre sur la tête, ou une branche d'arbre, et puis j'ai... Voilà, donc toutes ces explications qui sont données, bien souvent, remplissent leur fonction. C'est-à-dire que les gens, en effet, disent, oui, en effet, c'est ça. Mais quelquefois, ces explications sont insuffisantes. Et on voit bien que on est tous, tout le monde, fonctionne comme cela. C'est-à-dire que les explications qu'on nous donne sur un certain nombre de choses nous paraissent insuffisantes, y compris lorsque c'est précisément la science qui intervient. Et donc, du coup, rechercher des explications à partir d'une autre scène que celle qui est la scène courante, hein, qu'un monde tire des ficelles et donc agit en général nuitamment pour provoquer telle ou telle chose, ça remplit des fonctions satisfaisantes de façon cognitive. Hein. C'est ça qui est en jeu. Mais les ressorts cognitifs ne suffisent pas. Il y a aussi, on a beaucoup évoqué cela hier, on a parlé des émotions hein, pour expliquer ce qui se passe avec les fake news. En effet, nous ne sommes pas que des êtres de raison ou des êtres d'entendement, nous sommes des êtres d'émotion. Et les émotions en question, certaines d'entre elles sont des émotions pas forcément bonnes, au sens où la rancune, le ressentiment, la haine, tout ceci fait de nous des êtres humains. Et en effet, la sorcellerie repose aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un exprime, par exemple, quelque chose, une parole, dit « tu vas voir », attention, fais attention. Il y a des paroles comme ça qui sont des paroles de menace, en quelque sorte, et qui ont des effets considérables. Donc, en effet, ces paroles peuvent tenir lieu hein, d'explication à des choses. Par exemple, à une maladie. J'ai croisé un tel, il m'a jeté un regard terrible. Voilà. Donc, le fameux mauvais œil fait partie de ces choses-là. Donc, autrement dit, ce modèle de la sorcellerie est un modèle que je pense, en effet, pas seulement archaïque ou traditionnel, qui donnerait lieu à des... dont on pourrait se débarrasser facilement. C'est un modèle qui peut se réactualiser et qui peut fonctionner, y compris dans des mondes qui sont les nôtres. Et d'ailleurs, ce que j'ai essayé de dire là, c'était que plus au contraire, le monde se transformait, plus il se modernisait, en Afrique en particulier, plus les raisons de penser que ce qui advient ne peut pas s'expliquer par ce qu'on nous dit officiellement, mais par d'autres explications, a pris de l'ampleur. Hein. A pris de l'ampleur. Il faut voir à quel point... alors bien sûr, par exemple, les grandes villes africaines sont des caisses de résonance de la sorcellerie terriblement.
c'est plus un phénomène de village, c'est un phénomène urbain. Les grandes métropoles sont pleines de bruits sorcellaires. Et aussi, pas seulement de bruits sorcellaires, mais aussi de sacrifices, mais aussi d'enlèvements, de trafic d'organes, etc., etc. Mais tout ce que mais pour ne pas faire du culturalisme et pour éviter de le faire, c'est pas que l'Afrique. On est envahi de ça nous-mêmes. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur nos écrans de séries. Si vous regardez la télévision, et je la regarde moi assez souvent parce que je trouve que c'est très intéressant, et si vous voulez aller voir des films, comment dire, j'en ai encore vu un avant-hier qui était un film récent d'un Premier ministre qui assassine la présidente des États-Unis, quelque chose qui était très intéressant. Et ben, c'était typiquement un phénomène. On était dans un phénomène, comment dire, à la fois complotiste et sorcellaire. Hein. C'était quelque chose de tout à fait intéressant. Et on est envahi de ça. Et du coup, comment dirais-je, comme les écrans ont une capacité de prophétie auto-réalisatrice très grande, hein, des tas de choses qui ont été montrées par les écrans, dans les écrans sont advenues après. Hein, donc, j'ai souvent évoqué un des films qui évoquait Ebola. Eh bien, en 95, il y a Ebola qui envahit les États-Unis en 95. Donc, ce qui arrive en 2003, enfin, qui n'envahit pas, mais qui était supposé éventuellement envahir les États-Unis et qui a provoqué une panique, en tout cas dans le pays. Donc, on a là en permanence des jeux de renvoi entre fiction et réalité dans nos pays qui est tout à fait étonnante. D'autres questions? Je ne vois pas bien le... Oui, monsieur. Oui, allez-y, madame. Oui, merci de me donner la parole. Ce qui est très intéressant dans votre propos, c'est de souligner que le fait sorcellaire, effectivement, n'est pas propre à l'Afrique, mais d'une certaine façon, vous le considérez comme étant un phénomène universel. Donc ça, je pense que ça élargit et ça ne stigmatise pas comme étant propre à une pensée africaine. Ce qui m'interroge, ou peut-être que l'explication, vous avez eu peu de temps, ne va pas au bout, c'est le mélange entre tous les phénomènes qui sont plutôt d'ordre scientifique, donc la remise en cause des maladies VIH, Ebola, etc., où effectivement une explication scientifique, rationnelle, qui peut être démontrée, prouvée par des études, peut remporter l'unanimité dès lors que les gens atteignent un certain niveau d'éducation et peut donc donner des explications convaincantes. En revanche, je pense que tous ces remises en cause de ces phénomènes scientifiques ou de ces maladies ne sont pas à mélanger avec toutes les problématiques politiques. Et je pense que beaucoup de théories du complot et de remise en cause des informations données par les autorités, les médias et tout ce qui est la partie officielle de décryptage et d'explication du monde, là, en revanche, effectivement, interroge. Donc, il ne faut pas, je pense, être trop... j'ai pas bien compris votre propos, mais il n'y a pas d'un côté les autorités qui donnent forcément la réalité du monde et en contrepartie les fake news ou des gens et la théorie du complot. Je pense qu'il faut interroger les théories du complot, mais il faut aussi se poser la question de la réalité de la distinction entre les phénomènes politiques et les phénomènes scientifiques. Et je pense que mélanger les deux, c'est précisément, peut-être pas dans la théorie du complot, mais c'est une problématique importante. On le sait, moi je suis historienne de formation, les réalités politiques, les réalités historiques participent du récit
politiques et se redessinent, se réécrivent au fur et à mesure de l'histoire. Donc il n'y a pas de vérité, surtout quand nous sommes dans des phénomènes contemporains. Particulièrement, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, donc là c'est trop long, on ne peut pas rentrer dans le sujet, mais la Côte d'Ivoire, les peuples, je suis ivoirienne d'origine, subissent en effet, et ont de plein fouet depuis 20 ans, des forces extérieures qui viennent perturber profondément la vie, la guerre, la rébellion, etc. en Côte d'Ivoire. Et effectivement, les individus sont confrontés à des événements qui leur échappent, qui ne sont pas de leur propre décision et dont ils ne maîtrisent pas les ressorts, c'est-à-dire d'où ça vient, comment, pourquoi. Et par contre, ça les impacte très fortement dans leur vie quotidienne. Destruction de villages, morts, etc. Or là, le récit officiel, précisément, n'est pas complet. Dès lors qu'un récit n'est pas complet, on peut effectivement considérer qu'il est trompeur. Jean-Pierre Dezan. Oui, bah écoutez, je suis en effet assez d'accord avec vous. Et en effet, l'intervention était courte et il faudrait développer plein de points sur tout ça. Mais, comment dirais-je, ce qui me paraît, pour avoir une expérience, disons, africaine depuis plus de 40 ans, donc j'ai pu voir en 40 ans des changements importants. C'est-à-dire, par exemple, longtemps, en effet, le monde occidental, hein, ce que nous représentons, a été plutôt valorisé, en quelque sorte, comme étant l'avenir de l'Afrique, hein, comme étant ce qu'il fallait faire de la même façon que les Occidentaux avaient fait, c'est-à-dire se développer, le mot développement étant le mot-clé de ces affaires-là. Mais depuis quelque temps, en effet, cette référence au modèle occidental est aujourd'hui largement mise en cause, hein. C'est-à-dire qu'il y a à quoi bon faire comme ils ont fait. Ils nous ont emmenés vers des impasses, n'est-ce pas? Ils nous ont emmenés vers des impasses. Ils nous ont dit de faire ceci, de faire cela. On a fait, puis rien n'a été fait vraiment comme ils le disaient, etc., etc. Donc il y a une remise en cause. Et on voit bien aussi que le développement de formes de radicalité, si vous voulez, mais du côté religieux, prend, et même ce que j'ai parlé du diable, la question parfois de la diabolisation du monde occidental en tant que tel est intervenue depuis peu, hein, comme étant un monde, y compris d'ailleurs sur le plan des mœurs, hein. Regardez les échos qu'ont eu le mariage pour tous, la question de l'homosexualité, etc., chez nous, je veux dire là-bas, hein, en Afrique. Autrement dit, nos propres évolutions morales et politiques et juridiques posent problème. Et donc, faut-il suivre l'Occident dès lors qu'ils avancent comme ça? N'est-ce pas, qu'ils avancent, qu'ils donnent, qu'ils expliquent que l'homme et la femme ne sont plus les éléments clés de la famille, hein, voilà, par exemple. Donc il y a de plus en plus une mise en cause, n'est-ce pas, du monde occidental, et donc on voit bien comment tout peut s'entremêler à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, un discours scientifique, et souvent, du reste, qui lutte contre le sida, qui lutte contre Ebola, si ce n'est des Occidentaux qui arrivent. D'abord, qui expliquent, qui disent c'est les laboratoires, c'est donc les savants occidentaux qui établissent la causalité, n'est-ce pas, la découverte du virus, comment on s'en protège, etc. Tout ça vient de chez nous et tout ça arrive à la fois comme mode d'explication et aussi comme mode d'action, puisqu'il faut faire telle ou telle chose pour se protéger. Bon. Dès lors qu'on commence à mettre en question le monde occidental, ce que les scientifiques disent sur le sida peut être éventuellement remis en cause, d'autant plus que, et là les réseaux sociaux sont très utiles, c'est que même il y a des savants occidentaux qui remettent en cause eux-mêmes le virus. Par exemple, il y avait un savant américain qui disait c'est pas ça du tout, c'est pas le VIH qui explique le sida, etc. Autrement dit, on va se saisir éventuellement d'un hétérodoxe,
hein, en Occident pour dire voilà, il y a un type qui a découvert quelque chose d'autre pour expliquer. Thabo Mbeki, qui était le président de l'Afrique du Sud, a contesté en permanence la vérité scientifique dite sur le sida. Voilà. Donc on a là un mélange des genres, en quelque sorte, qui fait que politique scientifique et disons, hégémonie occidentale sont entremêlées. D'autres questions ? Oui. Pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Arnaud, merci. Oui. Ah d'accord, c'est là-bas. Pardon. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, moi, j'aimerais que vous nous parliez de la raison de cette modernité sorcière. Moi, je pense que c'est pas lié à un défaut d'éducation, parce que c'est universel. Non, je sais. Et donc, moi, je pense que c'est plus une question d'échange. Les nationalismes sont en train d'augmenter. Les gens restent entre soi et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, il n'y a plus de développement d'esprit critique. Et ça de manière universelle. Tout le monde reste entre soi et on ne va pas aller vers l'autre, voir son point de vue et en discuter. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci. Oui, c'est-à-dire que les explications de tout cela, moi j'ai essayé d'en donner une principale, hein, c'était de dire, en gros, mais c'est sans doute pas la seule, ce qui me paraît le plus flagrant, c'est les écarts entre les gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le creusement des inégalités, mais je dirais au-delà des inégalités, c'est les manières de vivre, hein, les modes de vie des gens, et qui sont sus, c'est-à-dire que ces écarts se rendent visibles eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que là aussi, à cause des images, à cause de la circulation des informations, etc., donc il y a une visibilité des écarts eux-mêmes. Et donc, du coup, ça rend... il y a un gap profond au sein des populations, hein, et d'ailleurs qui se traduisent, on le voit bien aujourd'hui, on dit la population et les élites, et on voit bien que le populisme dont on a parlé et dont on parle beaucoup maintenant est une de ces formes, c'est-à-dire que le populisme peut être pensé comme c'est les couches de population qui partagent en quelque sorte un même monde, un même mode de vie qui exprime les mêmes ressentiments à l'égard d'un autre grand groupe. Hein. Et donc, c'est un peuple, en quelque sorte, le populisme. Il faut bien qu'un peuple se construise. Et ce sont des peuples qui partagent ensemble à la fois un mode de vie qui peut être un mode de vie pauvre ou en tout cas pas très aisé, modeste, on pourrait dire, mais qui surtout voit l'autre partie vivre complètement autrement. Et donc, il le voit. Et il le voit parce que ce monde, disons, aisé, riche, qui circule dans le monde entier, est un monde qui lui-même se montre, c'est-à-dire se rend visible, etc. Donc, je crois que ce gap, que ce gap fait de la dissociation, hein, véritablement, et du coup rend possible, de façon là pour le coup cognitive, le fait qu'il y a au sein de ces gens qui nous dirigent et qui eux-mêmes s'enrichissent, il y a là, ils tirent les ficelles de pas mal de choses et donc ils nous racontent des faussetés, n'est-ce pas? Et donc, et on voit bien comment peuvent être entremêlés à la fois des politiques, des économies et les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que la science peut être assimilée elle-même à ce monde élitaire. Pas. Et donc, mais je ne le verrai pas, moi, comme uniquement comme. Alors,
quand vous parlez d'entre-soi, en effet, on voit bien qu'il y a au sein des populismes, il y a un entre-soi qui se fabrique, évidemment. Au fond, comment dirais-je, on évoque beaucoup les gilets jaunes, on peut en dire des tas de choses, évidemment, il ne s'agit pas de simplifier, mais c'est vrai que le mouvement des gilets jaunes relève un peu du populisme lui-même. On peut en penser ce qu'on veut, on peut en penser du bien ou pas de bien, mais on voit bien qu'il a construit de l'entre-soi. Il a construit de l'entre-soi, et le Carrefour étant un des lieux clés de cet entre-soi. Et donc, et de partage, en effet, à la fois, on voit bien, d'un même mode de vie, mais aussi probablement des mêmes ressentiments, des mêmes frustrations. Voilà, on se construit tout d'un coup un même univers mental. Un même univers mental qui, à un moment donné, s'est en effet traduit de façon d'une simplicité formidable, Macron démission, n'est-ce pas, qui était là le point d'accroche le plus fort. Oui, une autre question là-bas. Là-bas, oui, allez-y. Monsieur. Bonjour. Bonjour, oui, allez-y. Nous, on voit beaucoup des choses du monde mythologique sur nos écrans, juste tout simplement parce que les technologies ils nous permettent actuellement de montrer tout ça et dessiner tout ça de façon intéressante. Voilà. Et le fait que certaines choses se réalisent dans notre vie, c'est juste une spéculation parce qu'il y a 99% qui ne se réalisent pas. Voilà. Et les problèmes d'Afrique proviennent juste à cause de confrontation, d'éducation et de la religion. Parce que, par exemple, à l'époque, on avait des diabolisations de la médecine aussi, qu'on oublie de ce fait actuellement. Et les médecins, ils étudiaient des cadavres, donc toutes les médicaments, c'était des choses de diable, voilà. Alors la religion, un mot sur la religion quand même. Parce que la construction. Non, mais ce que je veux dire par là, c'était qu'à travers cette question et d'autres, on voit une logique de la croyance. Tout à l'heure, Michel disait il y a deux logiques qui ne se parlent pas, la logique de la confiance et la logique de la méfiance. Et dans cette logique de la confiance, il y a un certain nombre de choses dont vous avez parlé aussi, ce qui est assez le fondamentalisme, l'évangélisme, etc., mais aussi un certain nombre d'explications religieuses, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que... comment dirais-je, ce qui est frappant en Afrique, mais vraiment en Amérique latine aussi, mais maintenant ça gagne beaucoup d'autres univers que ces continents, c'est que je prends les évangéliques, que je connais aussi assez bien, sur lequel j'ai travaillé un petit peu. Ils ont un usage du diable permanent. Je veux dire, à la fois par les exorcismes, ils en font à tour de bras. C'est leur pratique la plus fréquente. L'Église catholique étant elle-même obligée d'en faire alors qu'elle avait abandonné, donc la concurrence étant vraiment forte là, et donc à la fois par les exorcismes, mais aussi par une invocation du diable pour expliquer toute une série de choses. Dans la crise ivoirienne que vous évoquiez tout à l'heure, madame, il y avait à un moment donné dans un discours qui était tenu sur, par exemple, par Simone Gbagbo à une certaine époque, qui consistait à diaboliser, elle était elle-même évangélique, et donc à diaboliser à la fois les ennemis de l'intérieur, qui étaient la rébellion, etc., mais aussi tous les ennemis de l'extérieur, qui étaient aussi bien la France, les Nations Unies, enfin la communauté internationale, etc. Donc le mot diable apparaissait dans les discours. Et donc, mais c'était
parce que dans les églises évangéliques, le mot diable était en permanence, sortait de la boîte en permanence. Et donc, comment dirais-je, cet usage du diable est quelque chose de, comment dirais-je, qui crée une espèce de radicalité mentale forte, puisque le monde devient binaire. Hein. Il y a bien sûr ceux qui sont du côté de l'Esprit Saint, et de l'autre du côté du diable. Et donc, il y a là des coupures très fortes. Mais on trouve des choses équivalentes du côté de l'islam, hein, ou du moins de l'islamisme, où là aussi, il y a des fortes comment dire, constructions binaires du monde, et qui, aujourd'hui, participe de la dissociation dont je parlais tout à l'heure, puisque le monde se coupe en deux, en quelque sorte. Hein. Et donc, c'est-à-dire que la pensée complexe, elle n'est pas là. Hein. Pour évoquer Diarmorin, tout peut se réduire à de la binarité. Hein. Tout peut se réduire à de la binarité, et non pas une complexité des choses. Merci Jean-Pierre Dauzon. On va passer à notre deuxième... oui, mais très rapidement, parce qu'on essaye de ne pas trop dépasser. Non. C'était parce que j'ai attendu, mais je voulais tordre le cou à la vulgate de cette étude faite par des collègues américains sur les fake news sur Facebook pendant la campagne électorale. Ils n'ont jamais dit que c'était les plus vieux qui avaient le plus partagé. Ce qu'ils disent exactement, c'est que ce sont les militants républicains qui ont le plus partagé. C'est ça la variable sociologique déterminante de ça, c'est-à-dire que c'est un acte militant très très fort, et il se trouve que l'âge, dans ce cas-là, devient effectivement une variable clé, parce que effectivement chez les républicains conservateurs, etc., ils sont plus âgés que la moyenne, mais ils ne disent pas que ce sont les plus âgés qui partagent le plus, ils disent que ce sont les ultra-conservateurs qui ont le plus partagé, et de fait... c'est machin. Et la vulgate qui en a été faite dans la presse française, c'est « Ah, regardez, on dit souvent, on accuse les jeunes, alors qu'en fait, c'est les vieux ». Donc, ça ne veut absolument pas dire qu'ils font de l'âge le facteur clé, c'est le facteur politique qui est clé. Et donc, on oublie un peu trop dans cette vulgate la variable cachée, en quelque sorte. C'est un biais classique des études de ce genre. On vient se jeter là-dessus en se disant « Ah, super, ça c'est un scoop parce qu'on accuse les jeunes et là, on va enfin pouvoir accuser les vieux. » Bah, c'est pas ça du tout. Alors, il se trouve que de fait, ce sont des personnes âgées qui ont manifestement, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, c'est parce qu'ils sont républicains, ultra-conservateurs et qu'ils avaient un agenda politique. Merci Arnaud.